L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les matins, vous nous regardez sur Espace TV. Merci à vous à l'international. Continuez à réagir par SMS. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran avec la réalisation ce matin. Mamoudou Kondé, Steve Le Guinéen Camara, Mafata Sano, Lamine Sidibé, ils vont se bouger pour faire partir, en tout cas faire défiler vos messages en bas de l'écran. Le double scrutin législatif et référendaire donc du 22 mars dernier a porté son lot de violence donc à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans le sillage, la région forestière s'est particulièrement démarqué avec des cas d'affrontements très vite devenus intercommunautaires pour un bilan humain extrêmement lourd, il faut le dire. Comment comprendre donc ces violences à récurrence et comment s'en sortir? On essaie de comprendre ce matin avec un ancien notre Premier ministre, c'est bien Cabinet Komara qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace Guinée. Jacques Lewa, on a écouté Monsieur Mara du côté du Mali. Oui, au Mali on a fait le même choix qu'en Guinée parce qu'on a estimé qu'il fallait aller à ces élections. Je crois que c'est les mêmes contextes, les mêmes réalités. Également ici, l'Assemblée nationale, le mandat avait déjà expiré. On avait trouvé nécessaire, même si chez nous, il y avait d'autres facteurs qui entraient en ligne de compte, on a estimé qu'il fallait aller à ces élections. Mais le résultat est pratiquement le même. On se réveille au lendemain de ces élections avec des cas qui explosent. Le Mali donc a une vingtaine de cas, la Guinée a une vingtaine de cas au lendemain de ces élections. Je crois que les États ont minimisé la situation, mais puisqu'il y avait la nécessité de faire appliquer, ou disons de contenter une partie de la classe politique, il fallait y aller. Il y a quand même un contexte parce qu'il y a eu un dialogue récemment au Mali, c'était en 2019, vers le dernier trimestre, et ce dialogue devrait permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment sur le plan sécuritaire. Les discussions avaient été boycottées par une partie de l'opposition, dont une partie de l'opposition conduite donc par Soumaïla Cissé, qui se trouve aujourd'hui enlevé. Et finalement, on avait bien compris que le président avait déjà cette intention-là de dialoguer avec les groupes terroristes. En tout cas, il n'excluait pas cette possibilité-là. Il nous l'a dit personnellement dans l'émission qu'on a eue avec lui. Et sauf que la réalité, selon les informations que nous avons encore, la sécurité n'est pas revenue. Il y a encore des régions où les forces armées maliennes ne sont pas présentes et nous apprenons qu'au-delà du nord et du centre qui étaient déjà profondément plongés dans l'insécurité, on parle encore de l'ouest du Mali, je crois l'ouest, avec la région de Caille qui commence à enregistrer encore des victimes. Autant le Covid-19 est une menace pour l'Afrique, pour le monde et pour le Mali en particulier, autant c'est cette situation sécuritaire qui date de plusieurs années existe. C'est vrai, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre donc estime que le Covid-19 passe aujourd'hui en premier parce que c'est l'ennemi numéro un et c'est l'ennemi invisible aussi. Mais pour le Mali, je crois que les terroristes là sont aussi des ennemis invisibles. On ne sait pas qui est terroriste finalement. Évidemment. On nous a même invité à un espace, aller avec Mohamed Ali entre autres, mais bon, on verra bien. Allez, exactement, Mohamed Ali qui est quand même très chaud à venir à Kidal. Interviewer des terroristes. Je lui souhaite très bonne chance. Ce serait intéressant d'avoir ça sur nos antennes. Mais plus sérieusement pour le cas malien, vous voyez, de l'annonce du premier cas jusqu'à hier exclusivement, vous comptez 3 jours. 20 cas en 3 jours, ça on l'a vu nulle part. Ça c'est quand même un fait. Le Mali vient tardivement à la République du Covid-19, mais il dépasse tout le monde très très vite. Il a une vitesse incroyable. Ça c'est quelque chose quand même à devoir prendre en compte. Ça ressemble vraiment à la Guinée. Je pense que on cache beaucoup de choses sur les chiffres. C'est ça. Je suis presque sûr. Mentir, quoi. Je suis presque sûr que l'État malien s'est tu sur des cas comme la Guinée, évidemment. Exactement, s'est tu sur le cas de présence de cas confirmés au coronavirus. On s'est tu là-dessus.
pour pouvoir aller à ces élections. Parce que jusqu'à la veille, les Maliens continuaient à dire non, ça c'est risqué. Même si on n'a pas de cas, faut pas prendre le risque. Les Maliens étaient bien conscients, eux qui ont une grande colonie de ressortissants du côté de la France, du côté de l'Italie, ils savaient fort réellement qu'il y avait des cas dans leur territoire. Au-delà de ça, sur les questions sécuritaires, le Mali, il faut le rappeler, c'est quand même le pays de la sous-région le plus ébranlé, le plus déstabilisé en termes d'organisation de forces armées. Les forces de défense et de sécurité au Mali, il faut le dire, en tout cas c'est ce que les rapports nous apprennent, African Crisis Group et d'autres institutions qui œuvrent dans ce côté du Sahel, tablent sur le fait que le Mali a les forces de défense et de sécurité les moins organisées d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est déjà un problème. Un État continent, parce que c'est quand même un État très vaste, il faut le dire, et qui n'a pas la force nécessaire, l'organisation militaire et de défense nécessaire pour mieux encadrer, mieux circonscrire les menaces sécuritaires, c'est déjà un problème en soi. Face à cela, la prolifération, comme je le disais tout à l'heure, de groupes armés et de groupes terroristes, notamment liés à ATMI, liés à Al-Qaïda, et d'autres groupuscules armés comme ça qui sortent du fait de la résistance côté Tchad. Des groupuscules même incontrôlés, il faut le rappeler. Incontrôlés finalement, et qui trouvent, plus et encore, qui trouvent de la ressource désormais en exploitant des minerais d'or clandestinement. Ce trafic d'or nourrit la force de frappe de ces groupes terroristes, sans compter que la Libye, d'à côté, il faut quand même le dire, 90 millions d'armes, létales qui sont en circulation dans ce domaine-là. Ça fragilise davantage cet État. Et prendre ainsi la décision d'aller à ce scrutin législatif, il y a quand même à se poser la question. 200 000 déplacés jusqu'à date qui n'ont pas pu participer à ce scrutin, on se pose la question, mais est-ce qu'il y avait vraiment feu au lac? Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre? Oui. Géopolitique, on en parle ce matin. Allez-y, mon cher Moussa. On en parle, mais nos deux États marchent sur la tête, Lamine. La Guinée et le Mali. Ça n'a pas de sens. C'est cela la démocratie? Vous avez la vie de vos concitoyens en danger? Vous faites des élections pour ces citoyens? Vous dites non, c'est vrai que c'est une priorité, c'est vrai le Covid-19 est mortel, c'est vrai quand même les citoyens maliens et guinéens passent devant, c'est vrai tout ça, mais allons aux élections. Ça a un sens ça? Moi je trouve qu'il faut repenser la démocratie africaine, mais le Mali et la Guinée m'ont donné aujourd'hui la preuve que c'est vraiment deux poumons des mêmes corps. J'espère que le Covid-19 ne touchera pas l'un de ces poumons. Moussa Moïse, allez, soyons responsables. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, les grandes gueules. Dans un instant, un autre ancien Premier ministre va s'exprimer chez nous. On revient évidemment sur ces violences enregistrées lors des élections législatives et référendaires en Guinée. Nous essayons de le joindre. Donc dans un instant, c'est bien sûr Monsieur Kabine Komara. Le réalisateur me signale en direct. Il est là. Monsieur Komara, bonjour. Eh bien, allez, il est parti, Mohamed. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Il va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Léo-Aleno. Je pense qu'on a banalisé un petit peu la violence de Zéré Kouré. On se sera jamais assez de le dire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce qui s'est passé. Dans un premier temps, nous avons appris que c'est un affrontement entre deux communautés, je crois que c'est le cas. Et les victimes, il y en a eu. Aujourd'hui, j'apprends que le gouvernement avance un chiffre de 10. Et on a entendu des organisations de défense des droits humains du côté des Zéré Kouré qui ont annoncé une vingtaine de victimes. Et officiellement, les autorités régionales parlent des 4 corps livrés. Ouais. Allez, nous allons répartir sur le terrain d'où nous attend Monsieur Kabine Komara, Moussa Moïse. Les grandes gueules. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Zéré Kouré, le Grand Sud, a été donc le théâtre de violents affrontements en marge donc de la tenue du double scrutin législatif et référendaire. Ça a été condamné par l'opinion publique nationale et internationale. Vous avez fait d'ailleurs une contribution dans ce sens. Expliquez-nous un peu votre analyse de cette situation. Est-ce qu'on peut, pour une fois, trouver une solution pérenne à la crise qui est un peu latente du côté de Zéré Kouré? Comment comprendre ces violences, justement, à récurrence?
Merci beaucoup. Vous me permettrez, avant d'aborder ce sujet, de faire une petite digression concernant le virus, parce que je trouve que c'est une menace existentielle pour notre pays. Je voudrais d'abord m'incliner vraiment devant l'âme de toutes ces personnes disparues d'abord à Zéro-Corée et dans les environs et dans tout le pays, mais également exprimer ma compassion par rapport à nos compatriotes qui sont aujourd'hui testés positifs. Pourquoi je voudrais intervenir sur ceci en premier lieu? Parce que contrairement à ce que les gens pensent, quand la maladie atteint un pic, retenez bien ce que je dis, il ne descend ce pic que lorsque le pays est bien équipé. Si le pays n'est pas bien équipé, le pic se maintient pendant longtemps et c'est l'hécatombe. Et c'est en cela que je voudrais qu'on puisse lancer une union sacrée aujourd'hui de tous les Guinéens pour nous unir pour combattre ce fléau. Cette union sacrée peut partir par exemple, la mise en place d'un fonds auquel chacun peut contribuer, comme on a fait pour la Coupe d'Afrique, l'implication des artistes, des actes citoyens et tout un ensemble d'activités. Je voudrais aussi dire ceci sur les médicaments à utiliser. Vous savez que je suis membre de la Fondation de Brazzaville qui lutte contre les faux médicaments. Eh bien, retenez que le 25 mars dernier, l'Agence européenne des médicaments a saisi un grand lot de faux médicaments destinés, semble-t-il, donc, à traiter le virus. Et ceci risque de se retrouver dans le pays. Ils ont déjà arrêté près de 121 personnes pour 13 millions d'euros de médicaments. Et donc, les marchands de la mort sont déjà engagés dans ceci. Donc, notre vigilance doit être très, très, très aiguë pour que l'argent que nous allons engager ne puisse pas acquérir des faux médicaments comme il risque de le faire ailleurs. Ceci dit, maintenant, je reviens donc à la situation de Zéro-Corée. Écoutez, la situation de Zéro-Corée, comme ce qui s'est passé, celle qui s'est passée dans les autres coins de la Guinée, qui ont connu des éruptions pendant les élections, interpellait la conscience de chacun. J'ai fait cette tribune. Je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois que j'ai fait une tribune. J'en ai fait une quand tout le monde avait applaudi les dernières élections de Kaloum en novembre 2018. Pourquoi? Parce que là, tout le peuple, de manière unie, s'était réuni pour élire et il n'y a pas eu de vandalisme, pas d'attaque, tout est venu confondu. J'ai salué ceci. Quelques années après, c'est à Kankan qu'il y a eu une éruption de violence en janvier dernier. Et là, j'étais choqué qu'il y ait eu également dans cette ville de Nabaya une violence aveugle contre d'autres ethnies. Et j'ai condamné ceci. Ce qui s'est passé à Zéro-Corée dépasse l'entendement parce que les dimensions étaient extrêmes. Les images étaient atroces et l'entendement faisait que nous étions comme face à un monde de désolation. Et je dis ça parce que moi, j'ai vécu à Zéro-Corée. J'ai fait mon collège à Zéro-Corée. J'ai vécu en forêt à Kissidougou, à Massanta. Je n'ai jamais connu dans cette région de la violence. Et j'ai rappelé dans cette tribune qu'en réalité, ce sont les manipulateurs. Parce que toutes ces populations ont tissé depuis des années, depuis 1694, à Missadou, un pacte sacré. À travers ce pacte, elles se sont toutes engagées pour que plus jamais, ou plutôt jamais au grand jamais, elles ne puissent faire manque de solidarité et d'assistance réciproque. Alors si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, il y a un pacte qui existe, c'est vrai, mais depuis 1991, on a pu dénombrer 9 fois des cas d'affrontements intercommunautaires comme ça dans cette région forestière. Aujourd'hui, la particularité, c'est que ça a tendance à se transporter dans un domaine religieux. La préoccupation aujourd'hui, c'est comment comprendre ces violences-là et comment est-ce qu'on peut en sortir? Alors, justement, votre analyse rejoint la mienne. 1991, c'est dans la Deuxième République. Pendant toute la période coloniale, malgré que le colon ait toujours utilisé la règle de diviser pour régner, ils ne sont pas arrivés à opposer ces populations les unes contre les autres. Pendant toute la Première République, on n'est pas arrivé à les opposer les unes contre les autres. Ce n'est que pendant la Deuxième République, au moment où on a lancé ces élections municipales et autres, que malheureusement les gens ont été manipulés. Et malgré tout ceci, c'est important de le rappeler, cette région est la contrée de notre pays dans laquelle les relations sont les plus poussées entre les communautés. Contrairement à ce qu'on pense, c'est la minorité. C'est la minorité des gens qui sont parfois
manipulés par des gens absolument en désarroi et qui eux-mêmes se mettent à commettre ces actes de vandalisme. Dans ma tribune, j'ai rappelé l'exemple édifiant à l'antipode de ce qui s'est passé. Quand j'étais Premier ministre, j'ai accompagné le corps d'Albert, qui était le maire de Saint-Louis, qui était quelqu'un d'extrêmement réputé. Le jour où nous sommes arrivés, il y a eu une messe qui a été dite à Saint-Louis, qui a réuni tout le monde. Le lendemain, tout le monde s'est retrouvé à la mosquée de Zéro-Corée pour prier pour la même personne. Koniaké, Guerzé, Kissi et tout ça. Pourquoi ces gens ont fait ça alors qu'auparavant il y a eu quelques actions, comme vous avez dit, de communautaires? C'est parce que tout simplement, les personnes qui sont réunies ce jour-là ont démontré qu'il faut absolument barrer la route aux pyromanes. Et le papier que j'ai fait avait pour but de raviver cette conscience, ce patriotisme commun entre toutes les ethnies dans la région pour que les gens puissent résister. Alors, monsieur le Premier ministre, il y a le fait qu'il y a des manipulateurs, vous l'avez évoqué, mais qu'en est-il de la gestion de ces crises, de ces différentes crises par l'État? Parce que les gens se disent, même s'il y a des manipulateurs, si au niveau de l'État, on avait su gérer les précédentes crises, peut-être qu'on aurait mieux prévenu, n'est-ce pas, les autres qui sont intervenus après. Mais notre pays souffre depuis un certain temps d'un problème d'impunité. Ce n'est pas seulement dans ce secteur. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que fort heureusement, il y a une très bonne réaction de ce lendemain de l'administration. Et l'appel qui a été lancé ici et le lendemain par l'ensemble des communautés a été extrêmement bien entendu. Je voudrais vous dire que le 23, il a fallu avoir la même chose à Beila. Heureusement, ces appels ont été entendus. Tous les guerriers de la zone sud de Beila, entre Beila et Bola, sont partis soit à Bola, soit sont retrouvés au camp à Beila, sous la protection du commandant. Et les autorités religieuses, administratives de Beila ont fait un travail remarquable en retissant les liens entre les communautés pour que la paix. Sinon, ce qui a commencé à dire aurait pu se multiplier là-bas. Merci. Je rappelle vraiment que... Ouais. Vous voyez? Merci beaucoup. Ouais. Allez-y, monsieur le Premier ministre, parce que c'est une minute. Ouais. Cet accord de Missadou est extrêmement important. Missadou, c'est ce village qui est situé à 10 km de Beila, qui est vraiment le creuset où toutes les communautés, Konya, les Pando, les Guerriers, tous se sont retrouvés. Le bord du fleuve Djon, et régulièrement, cet endroit est vénéré pour que le message de la paix, de la concorde, de l'entente soit appliqué partout. Voilà. Le Premier ministre Cabinet Komara était ce matin en direct chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le Premier ministre. On aurait tellement continué avec vous, malheureusement. On va essayer de prolonger ce débat, soit à la télévision, soit à la radio, sur Radio Espace, dans nos éditions d'information. Grand merci à vous tous. Mamoudou Kondé, Steve le Guinéen Camara, Mafata Sano, Ibrahima, plutôt Lamine Sidibé, voilà, était là à la réalisation de cette émission. Mohamed Diaby à la radio. Joyeux anniversaire d'ailleurs, hein, voilà, je le fais parce que c'est le papa de Adia Daloba, évidemment. Joyeux anniversaire à toi ce matin, même si les conditions ce n'est pas ça. Allez, prenez soin de vous. À demain si tout va bien.